Salut YouTube, ça va? Ça va bien? Moi ça va tranquillement, merci de demander, alhamdoulilah, comme on dit dans le milieu. Bah je suis content de vous voir, enfin c'est une manière de parler, de créer comment dire, un rapport de complicité entre nous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder une vidéo de Bégodeau. Hein, une vidéo d'interview de Bégodeau. Donc non j'ai pas roté, donc j'ai pas roté. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, hein, parce que tu sais déjà que ça va être un danger. Et donne de l'argent avec les liens en description si tu peux, ça fait plaisir la famille. Si, la famine, si. Donc c'est une vidéo qui s'appelle, c'est le titre qui m'a attiré, qui s'appelle François Bégodeau, : le fanatisme moral de la gauche. Ouh. Le fanatisme moral. Est-ce que la gauche est une fanatique morale? Vous avez 8 heures. Et rappelez-vous, Sankara. Allez, c'est parti. C'est publié par Mizan TV. Hein, Mizan TV, je suis déjà allé dessus. J'ai fait un débat avec Mbeko. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu des super retours sur le débat avec Mbeko. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je fasse des débats. Je suis présent. C'est parti. Le désir profond d'instituer un rapport de force avec les forces du marché. Alors, juste avant, on est d'accord que Bégodeau a assez d'argent pour s'acheter une bonne caméra. Mais Bégodeau, en plus, tu fais pas mal d'interviews par webcam. S'il te plaît, achète-toi une bonne caméra. Une bonne caméra et un bon son, quoi. Parce que là, ça commence à être, à être compliqué. Il pourrait ranger sa bibliothèque. Après, je pense que là, la bibliothèque, elle est pas top pour les livres parce que c'est vite rempli. Mais oui, c'est vrai qu'il pourrait ranger un petit peu. Mais c'est que la honte, Bégodeau. Comment ils ont l'air petits, les livres que tu lis. Vraiment, la honte. Et lis des gros livres, en fait. Hein. Oh, la honte. D'ailleurs, j'ai lu les 2 conseils de Bégodeau. J'ai lu Premier amour de Beckett et j'ai lu aussi Thérèse et Isabelle. Et c'est trop bien. Surtout, alors, Beckett, tout le monde connaît. Premier amour, voilà. Je pense que c'est très connu. Il n'y a pas besoin d'en dire plus et tout. Mais Thérèse et Isabelle de Violette Leduc, voilà. Violette Leduc. Et j'ai découvert Violette Leduc. Et vraiment, les gens, waouh, comment elle écrit bien de fou. Vraiment, pourtant l'histoire, l'histoire ne m'intéresse pas. C'est l'histoire de 2 meufs qui sont dans un lycée pour filles et qui couchent ensemble. Donc l'histoire est inintéressante au possible. Au possible. Et elle écrit trop bien. C'est incroyable. Vraiment, ça glisse, c'est cool, elle a des formules et tout, vraiment. Et oui, donc je lirai d'autres livres de Violette Leduc et je lirai aussi d'autres livres de Beckett. Et vous voyez que malgré tout, bon, effectivement, Bégodeau est vu comme un gros misogyne et tout, mais il m'a fait découvrir Violette Leduc. C'est quand même pas mal, non? Pour un misogyne. De faire. Et si ça peut permettre de refaire connaître Violette Leduc, parce que j'ai eu plein de retours de gens qui me disent, mais en fait, c'est sous-coté, c'est trop bien, Violette Leduc, faut lire et tout. Et bah, si ça peut permettre de remettre Violette Leduc sur la scène, bah, ça sera déjà pas mal de sa part. T'as un passage en exemple? Non, bah non, j'ai pas le livre là, j'ai pas le livre. Mais sachez que c'est très sexuel, hein, mais elle écrit trop bien, quoi. C'est pas cru, et en fait, elles ont des expériences sexuelles pendant 3 nuits. Donc, allez lire, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Je l'ai bientôt fini. Si c'est un peu chaud, moi, j'aime bien. Après, Bégodeau a peut-être un kink en vrai. Bah, lui-même dit qu'il sait pas comment écrire des trucs sexuels. Et là, c'est bien écrit, quoi. Vraiment, c'est bien écrit. Allez, on retourne sur Bégodeau. Voilà, c'est de lutter pour préserver des zones qui ne soient pas sous la coupe marchande ou qui ne soient pas dépendantes de la loi du marché. Essayer de préserver ces espaces parce qu'il en reste quelques-uns. Et puis peut-être essayer d'en creuser d'autres. Voilà. Alors ça paraît peut-être un peu réducteur, mais en fait pour moi, il y a tout un tas de questions politiques qui se posent et qui, au bout du compte, se ramènent à ça. Et donc, puisque vous me demandez une sorte de synthèse un peu courte de ce que pourrait être un engagement de gauche, en tout cas une sensibilité de gauche, ben moi je le situerais plutôt là. Que si l'alimentation était décrétée comme un bien commun et un bien public, eh bien je pense que voilà, ça c'est un des horizons qu'on peut se donner, qui peut paraître un peu utopique par les temps qui courent. Le logement, l'alimentation, le soin, voilà des choses qui, à mon avis, ne devraient pas être articulées ou dépendantes de la loi du marché. Ce serait bon ce genre de choses. Je pense que ça ouvre tout un tas de fronts qui sont des fronts de lutte. Chez certains antifascistes, j'en connais beaucoup, j'en ai beaucoup croisé dans ma vie, une sorte de fascination pour l'adversaire et parfois une façon d'exagérer le danger fasciste, comme si ils avaient besoin du danger fasciste pour eux-mêmes entretenir leur propre vitalité. Alors ça, c'est pas exactement un calcul opportuniste, c'est plutôt une tambouille affective bizarre
qui fait que finalement, j'ai quand même un peu besoin pour, comment dire, pour ma propre survie, ma propre vitalité, ma propre adrénaline, de ce que je combats corps et âme et jour et nuit. C'est vrai que c'est des drôles d'ambiguïté. Je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus? C'est quoi? C'est que les gens, pour continuer à se penser comme des gens de gauche, ont besoin d'exagérer le danger fasciste pour justifier. Je suis pas sûr de. Non, mais là, je vais pas aller plus que ça parce que je suis pas très sûr de comprendre sa take. Tu vois? En plus, moi, il y a le truc d'exagérer le fascisme. Si c'était il y a 10 ans, pourquoi pas, tu vois? Tu pourrais faire des discussions sur est-ce que la gauche exagère le danger fasciste. Or, aujourd'hui, c'est difficile de dire à quelqu'un qu'il exagère le danger fasciste, tu vois? Il me semble qu'il y a réellement, objectivement, un gros danger fasciste. Mais bon, on va voir. En gros, tu n'es rien sans ton opposant, du coup, tu l'exagères. Ok, tu ne vis qu'à travers l'autre. Tu as besoin de l'autre, tu as besoin du danger fasciste pour te positionner comme gauche, comment dire, te créer par toi-même. Je sais pas. Ouais, je sais pas, on va voir. Les antifas ont besoin de fascistes pour exister. Mais après, je veux dire, ça c'est un peu le truc. Je veux dire, à la rigueur, oui, les antifas, oui, effectivement, les antifas ont besoin de fascistes pour exister. Mais je trouve que c'est mal. Si tu renverses la chose, c'est les antifas existent parce qu'il y a des fascistes. Mais je pense qu'on serait très heureux. Allez, je me considère moi comme antifasciste. Je serais très heureux de ne plus avoir besoin de me considérer comme antifasciste. Mais vu qu'il y a réellement un danger fasciste, bah, tu es obligé d'exister en tant que d'antifasciste parce qu'il y a des fascistes en face. Tu vois, je veux dire, c'est pas qu'on a besoin, comme si on avait absolument besoin de continuer, de perpétuer l'identité antifasciste. Mais vu qu'il y a réellement un danger fasciste, bah, il faut des antifascistes, tu vois. Politique ou dans les affects politiques. Et c'est vrai que quelqu'un qui, comment dire, serait un militant anticapitaliste farouche et qui, d'une certaine manière, y a pris un certain plaisir, parce que je pense qu'il y a une certaine exaltation du militantisme et du combat. C'est pas que sacrificiel le combat. Et j'ose espérer que c'est. Ça, par contre, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord qu'il faut arrêter cette vision. En fait, les militants, parfois, je suis en mode, mais arrêtez de faire croire que vous êtes dans le. Tu sais, il y a une vision des militants de gauche en mode, moi, je suis un bon. Moi, je suis une bonne personne. Je fais ça contre. Je suis tellement bon que je milite pour des idées de gauche. Je suis progressiste. Il y a un truc de sacrifice et tout. Il y a aussi du plaisir à militer. Arrêtez. Il y a aussi même juste du plaisir et c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas que genre quelque chose. Il faut arrêter avec ces critères moraux de se dire ah je suis du bon côté. Ah ça va, je suis une bonne personne. Faut avouer que même se dire une bonne personne, il y a un plaisir derrière. Et c'est bien, c'est gratifiant. Ne faites pas croire que vous êtes seulement dans le sacrifice de l'autre, que c'est une totale, comment dire, solidarité totalement désintéressée. Bien sûr qu'il y a un intérêt. Mais allez lire le livre La morale anarchiste de Kropotkin. Et Kropotkin, il a enterré ce débat il y a 100 ans. 100 ans sur le truc de mais attendez, même quand on aide les autres, c'est aussi par égoïsme. Voilà. Je donne de l'argent à quelqu'un, c'est pas par seulement empathie, c'est aussi par égoïsme parce que je me sentirais mal si je lui avais pas donné de l'argent. Et pour éviter de me sentir mal, bah, je lui donne de l'argent. Comme ça, je suis et c'est ok, c'est ouais. Il y a de l'égoïsme aussi, même dans notre solidarité. Pas que sacrificiel d'ailleurs. Il faut y prendre du plaisir et c'est parce qu'on y prend du plaisir qu'on combat aussi. Et ben, le jour, effectivement, d'un seul coup, le capitalisme dégringole, admettons, soyons dingues. Ah, ben quelque part, je pense qu'il aura une sorte de dépression. Un peu, c'est la tech de on saura plus quoi faire, on saura plus contre quoi lutter si on est seulement. Je sais pas, je suis pas sûr. Parce qu'en plus, l'exemple donné est assez abstrait. Genre, d'un coup, le capitalisme dégringole, qu'est-ce qu'on fait Ouais, je suis un peu. Je doute de cette tech. De dépression postpartum, en quelque sorte, ou un truc. Genre, on n'aurait plus de sens à notre vie. Parce que toute notre vie serait basée sur l'idée d'être anticapitaliste. Et donc, on a besoin du capitalisme pour donner un sens à notre vie. Mais je pense qu'en vrai, s'il y a le capitalisme qui disparaît et que je peux faire des siestes, je m'en remettrais de cette disparition d'identité capitaliste. Et je pourrais facilement, tu vois, j'aurais tellement de plaisir. Déjà, j'aurais le truc de ne pas trop déprimer avec l'idée que, ah putain, je suis plus obligé de trimer dans un travail de merde, tu vois. Même le truc écologique, tous les éco-anxieux seront déjà plus rassurés. Je pense que voilà, il y aura beaucoup moins de dépression que si le capitalisme disparaissait. Je sais pas. Bref, bon, pourquoi pas. Une gueule de bois en quelque sorte. Parce que quand même, il s'était habitué à adosser sa propre vitalité à ce qu'il combat. Je dénonce personne en disant ça. Non, mais peut-être, peut-être qu'il y a des gens qui ont tellement basé leur identité sur seulement l'opposition au capitalisme qu'une fois disparu, ils seraient un peu en dépression, donc ils auraient plus de sens à leur vie, quoi. Mais
Je suis pas convaincu par cette take-là. C'est pas de la dénonciation, c'est de l'analyse, c'est de la dissection d'affect. Et je m'introduis dedans, je m'implique dedans, bien sûr. Et Il se base trop sur les clichés des Cubains qui veulent se barrer. Ouais, mais je pense que les Cubains qui veulent se barrer, c'est pas parce que le capitalisme s'est effondré. Justement, la situation cubaine est due aussi au capitalisme. Je veux dire, c'est que surtout, ils connaissent les restrictions, ils connaissent une famine, ils connaissent un manque d'énergie, de par les, comment dire, le boycott et comment, c'est pas seulement le boycott, c'est, comment on appelle ça, là, qu'a imposé les États-Unis. J'ai perdu le mot. Le blocus, voilà, merci, le blocus, l'embargo imposé. et sans auto-flagellation ni autocritique comme ça douloureuse. Je pense qu'il cible le petit blanc bourgeois qui vit dans les militantismes antifa. Ouais, mais moi, je suis un peu fatigué. Si c'est ça, si c'est le cas de Bégodeau, mais c'est à vérifier. Mais j'en ai un peu marre que nous aussi, on continue à alimenter ce cliché de l'antifa serait forcément un petit bourgeois de banlieue, un petit bourgeois blanc ou un bourgeois blanc qui viendrait vivre des sensations fortes. Je suis en mode, ah, c'est bon, ça existe, hein, mais c'est pas que ça le milieu antifa. J'essaie de me regarder en face et je veux dire, bah oui, en fait, d'un certain point de vue, ça n'épuise pas ma personnalité, mais d'un certain point de vue comme Par contre, vous savez que ça, c'est des vraies réflexions que j'avais quand j'étais étudiant en sociologie. Et quand j'étais étudiant en sociologie, en fait, 90% des enquêtes de sociologie, c'est sur les rapports de domination et qui sont dus in fine au capitalisme, tu vois, que ce soit dans le féminisme, dans le racisme, ouais, dans tous les sujets, même le validisme, même, tu vas étudier une micro-société et tout. Et plusieurs fois, quand j'étais jeune, je me faisais des réflexions en mode, putain, mais une fois qu'on renverse le capitalisme et qu'il n'y a plus de ce genre de domination, qu'est-ce qu'on va étudier? Et ça va être quoi nos sujets d'études si on est sociologue et tout? Est-ce que on va pas être un peu en mode, bon, bah, il y a plus vraiment de problème? Mais bon, après, pour moi, c'était une vision idéaliste parce que je pense que il faut pas aussi, comment dire, avoir une vision abstraite des sociétés post-capitalistes. Et je pense qu'il y aura toujours des soucis auxquels on n'aurait pas pensé dans les sociétés post-capitalistes et qu'il y aura aussi des formes de domination et qu'il faudra les étudier, les comprendre, voir comment les minorer, tu vois. Voilà. Et puis bon, s'il n'y a plus de sociologues, tant mieux. Je veux dire, c'est pas l'humanité a vécu assez longtemps sans sociologie, hein. j'ai une certaine visibilité Dans le lourd communisme, il y aura des problèmes. Oui, voilà, voilà. qui est due pour une part à un certain nombre de flèches que j'envoie contre l'état des choses, l'ordre social, et notamment, bon, qu'on peut Par contre, la déco chez lui, elle me déprime. Mais un petit truc là, je sais pas, mais un tableau, mais quelque chose là. Là, c'est vide, là, ça me déprime ce jaune là en plus là. résumer sous le terme de capitalisme, bah, d'une certaine manière, si je fais un petit raccourci rapide, un peu ironique et un peu ludique quand même, hein, tout ça n'est pas complètement sérieux, mais je peux dire le capitalisme me fait vivre. Je vois la composition de l'équipe de France, un soir de France-Espagne. Ah non, mais attends, c'est un best-of de ces trucs. Ok, ils ont. Oh là là, Mizan. Ah ouais, c'est vraiment Mizan TV qui a décidé de vraiment épuiser à fond la vidéo, quoi. C'est-à-dire, parce que là, il parle des Noirs en équipe de France. J'ai déjà réagi. Il manque le making-of, ouais. J'ai déjà réagi à cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur Bégodeau contre les Noirs en équipe de France. On en a fait une petite rêve sur la vidéo librairie. Je vais pas repasser dessus, hein. On se dit qu'elle n'est pas représentative, et à juste raison, de la France, que ce soit sociologiquement ou que ce soit culturellement. Et Bon, donc, après, l'équipe de France n'a pas à être représentative de la France, en fait. Et rendez-vous compte que l'équipe de foot de France, comme toute compétition sportive, n'a pas vocation d'être représentative de la France. Déjà, il faut vous dire, si vraiment on veut être représentatif de la France, commençons par l'Assemblée nationale, hein. Voilà, commençons. Vraiment, si on veut un souci de représentation, on va à l'Assemblée nationale. On commence par ça. Avant de commencer par l'équipe de France n'est pas représentative. Mais surtout, l'équipe de France, c'est pas son but. Elle doit gagner. Donc, elle prend les meilleurs. Si les meilleurs en ce moment, c'est que des noirs, eh ben, on prend que des noirs. On s'en bat les couilles. C'est le but de. En fait, le sport, faut gagner à la fin. Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout là? C'est pas représentatif, oui. Bah, oui. finalement, votre réflexion, c'est un peu aussi la même chose vis-à-vis de l'équipe nationale de football. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est. Bon, je dis par ailleurs que moi, évidemment, le tableau esthétique que je préférerais pour une équipe de France de foot, ça serait 3 Arabes, 3 Noirs, 4 Blancs. Bon, il manque un joueur, il sera asiatique, mais bon. On devrait avoir la même gêne devant des assemblées purement blanches, notamment, qui sont souvent d'ailleurs des assemblées de pouvoir. Dans les lieux de pouvoir, ils sont quand même très très largement blanco. Dire qu'il y a des gens qui le traitent de raciste. Vraiment, si vous trouvez Bégodeau raciste, alors la France est à 99% RN, les gars. Vraiment. Voilà. Blanc. Mais je pense que Et c'est sans pas mal. prolétaire, il n'y a pas de prolétaire. Tout à fait. Mais si on veut lutter d'ailleurs contre les affects identitaires ou la crispation identitaire du moment, ou si on veut essayer de dialoguer avec les jeunes droitards
les jeunes gens, des petits blancs un peu apeurés là en ce moment, je pense que c'est pas mal aussi de temps en temps. Moi, je suis pas pour les comprendre absolument, hein. Je pense que quand même, il y a un moment, ils émettent de la violence et on n'est pas obligé de les chouchouter. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. Il y a un truc de compréhension des mécanismes qui amènent les votes, qui amènent le vote RN, mais à un moment donné, ils vont baiser leur mère, en fait. Il y a un moment donné, en fait, je pars du principe, et c'est aussi un deuil qu'il faut faire, c'est qu'il y a des gens, vous n'allez pas les convaincre, c'est tout. C'est tout. On ne va pas les convaincre. On va leur imposer un rapport de force. Voilà. C'est tout. T'es pas content, c'est pareil. Tu voudrais que les Noirs et les Arabes virent? Bah non, ils vont pas virer, ils vont rester. Voilà. C'est bon. Ah là là. Mais je pense que c'est pas mal de temps en temps de comprendre certaines micro-crispations qu'il peut y avoir dans le corps social. Et donc oui, moi je suis sûr que je suis pas le seul. En fait, devant une équipe de France noire, enfin à très haute dominante noire, J'en ai marre qu'ils parlent du foot. Moi, en fait, j'étais attiré par le fanatisme moral de la gauche. Mais là, la vidéo. on peut donc tout à fait tirer du texte chrétien tout un tas d'éléments. Ah, attends. Oh, là, ça m'intéresse. Ah, Je constate factuellement que dans l'histoire, et encore récemment, et encore à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'individus dits chrétiens et marxistes, chrétiens et communistes. Voilà. Et donc, il semblerait que c'était compatible dans le corps de ces gens-là, ce qui n'est pas rien. Donc eux, je pense qu'on peut tout faire avec la religion. On sait très bien qu'on peut très bien faire une lecture du christianisme et en tirer un certain nombre de prescriptions fascistes. On peut faire une lecture du christianisme et en tirer, je sais pas quoi, de dire finalement... ça, j'aimerais bien pour la rentrée, les gens, j'aimerais bien faire une émission avec des chrétiens de gauche. D'ailleurs, il y a un journal de gauche qui m'envoie, ils m'ont pas envoyé les derniers numéros. Je vais leur demander s'ils peuvent l'envoyer, mais c'est le CRI, je crois. Merci, voilà, le CRI. Faut que je les recontacte, je voulais les inviter, donc je vais les inviter à la rentrée. Mais ça m'intéresse aussi, ces lectures de gauche, du christianisme et tout. Et en plus, il y a différents courants, hein. T'as un peu les chrétiens un peu fous du bus, genre plutôt, bon, ils se diraient pas chrétiens, mais tu vois, comment ils s'appellent, pas comme et tout. Après, t'as les friots, t'as le CRI, t'as aussi les gens qui ont écrit le livre La commune qui vient, je crois que c'est ça. Bref, je vais essayer de faire une émission, un peu un débat entre cathos de gauche, ça serait intéressant. Mao, il est catho? Il est chrétien, Mao? Ce serait intéressant, un des rédacteurs chefs du CRI était rédacteur chef de Limite. Ah ouais? Ah ouais, c'est fou, là. Pas comme... Ouais, il est gnostique, oui, il va pas se dire chrétien, il est gnostique. Mais il croit au Christ, quoi. C'est ça aussi le truc. Mais je savais pas. Mais moi, je regarde pas Mao catholique, mais je regarde pas les lives. Je vais pas dire que je regarde pas les lives de Mao, c'est que je regarde pas les streams, les gens. Donc, me dites pas qu'il passe son temps à le dire. Je ne regarde pas. Donc, je ne savais pas que Mao se disait était catholique. Ok. D'ailleurs, j'ai vu, on m'a envoyé Létard qui a envoyé le tweet de fou du bus de l'autre Aslar de Hélène, là. Parce que d'un coup, tu as un extrait de Cassandre et Raz qui ont dit qu'ils allaient pas supprimer, ils vont pas militer pour la suppression de la religion. Je sais pas pourquoi ça a fait une polémique. Et il dit qu'il y a aussi des gens qui prient au bureau. Et tu as elle qui arrive et qui dit vous n'êtes pas croyant. Mais attends, c'est fou. C'est fou d'arriver et de dire non, vous n'êtes pas croyant, je l'ai décidé. Vous mentez, vous êtes. Wesh, il y a un problème là, madame, il y a un problème là. C'est fou, hein. Libéral et c'est très conforme avec le christianisme. On peut donc tout à fait tirer du texte chrétien tout un tas d'éléments qui rejoindront un certain nombre de postulats communistes ou d'orientation communiste. Et l'islam, Bégodeau, hein? Tu peux nous donner ton avis sur l'islam? Est-ce que c'est possible de faire ça avec l'islam, Bégodeau? Ou de désir communiste, ou de rêverie communiste, si on veut dire. Je crois qu'il y a dans le texte chrétien, notamment, des choses qui sont tout à fait compatibles avec un tempérament communiste ou avec des orientations communistes. Est-ce que vous connaissez un livre? Moi, ça m'intéresse et ça me fascine. Je veux comprendre. Est-ce qu'il y a un livre qui étudie en fait les lectures évangéliques d'extrême droite, qui explique comment les évangéliques d'extrême droite ou même tous les chrétiens d'extrême droite, comment ils puisent dans la Bible pour justifier leurs idées d'extrême droite? C'est comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez l'idée d'un truc comme ça et tout? Moi, je veux comprendre en fait. Je veux comprendre quand tu connais le message du Christ et notamment l'accueil du prochain, l'étranger, l'amour et tout. Comment tu arrives à avoir un truc d'extrême droite? Vraiment, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à. Mais peut-être je suis trop autiste, hein. Mais ça bloque. En s'en foutant. Non, mais je veux dire, les gens, il y a le public en général, genre qui vont pas lire et tout, mais je pense qu'il y a quand même des théoriciens. À cause de Saint Paul, ouais. Ils font du tri dans la Bible. Ouais, bah oui. Mais voilà, si vous avez des ressources sur ça, je suis grave intéressé, hein. Des gens qui ont étudié en fait la mobilisation de la Bible dans les discours d'extrême droite, ça m'intéresse si vous avez des ressources.
pareil que pour le Coran. Oui, oui, oui. Je pense que ça a été suffisamment dit. Il se peut que individuellement, un individu, par exemple, peut tout à fait s'engager politiquement du côté du communisme et que sa foi, que ce soit sa foi chrétienne, sa foi musulmane ou d'autres foi, soit importante dans l'énergie qui le fait s'engager. Ça, je crois beaucoup à ça. Et j'ai des exemples autour de moi. J'ai des copains musulmans marxistes, j'ai des copains. Et vous pensez, il parle de moi ou pas? Vous pensez que c'est moi? Ce copain communiste marxiste? Du PC? Je sais pas, il parle de moi. PC, je sais pas, peut-être qu'il parle pas de moi, hein. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il parle de quelqu'un d'autre. Communistes chrétiens, et pour qui, c'est-à-dire qu'ils ne font pas complètement la division entre les deux. Ils voient qu'il y a quand même dans l'un. Beaucoup se réfèrent à l'Ancien Testament plutôt que la partie sur le Christ, je trouve. Ok, ok. Non, mais c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de fou ces débats et que j'ai aussi envie d'inviter les chrétiens de gauche pour avoir une discussion autour de ça. Et je voulais faire ça pendant Zawaton, mais ça a été compliqué. Je veux organiser une discussion à la rentrée en septembre sur le gros sujet. Moi, il y a deux sujets. Il y a les antiracistes face à la France insoumise. Donc là, il y a déjà le débat Norman, Ouria et tout. Et je vais aussi organiser, ce qui est un peu différent, mais peut-être dedans, peut-être qu'en une seule, en plusieurs parties, les musulmans face à la France insoumise. Pour moi, il y a vraiment deux sujets. Il y a vraiment l'antiracisme et ensuite les musulmans en eux-mêmes. Mais bref, je vais essayer de faire ça à la rentrée. Pour avoir été à l'école privée catho-intégriste, ce qui m'était dit sur l'LGBT, sur l'avortement, sur le rejet de l'étranger, n'était en général pas justifié par la Bible, mais plutôt par de la pseudo-bioéthique et par des stigmatisations de l'islam comme une culture violente. Okay. Bon, il y a toujours l'islam qui traîne. Mais oui, je pense qu'ils vont juste dire que c'est contre-naturel. Dans l'impulsion politique, quelque chose qui est quand même en partie insufflé par leur foi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y a un peu une zumba, Jésus est de gauche aussi, mais les gens ne lisent pas la Bible. Il y a aussi des textes intransigeants et proto-réactionnaires dans la Bible, au-delà de Paul. Bon, ça, pour moi, c'est un débat. Il faut que je fasse la vidéo sur l'islam, c'est que la religion, tu peux en faire tout et ce que tu veux, quoi. Mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus difficile de faire du Christ une figure de droite et d'extrême droite qu'une figure de gauche. Après, ça dépend sur quoi tu te concentres, sur quel texte, sur quelle figure tu mets en avant, voilà quoi. Et que chacun est toujours à l'intersection de tout un système de détermination qui n'appartient qu'à lui. Et c'est ça qui fait sa singularité. Mais en revanche, il est totalement déterminé. Alors on peut être déterminé par sa classe sociale, par son parcours social, parce que parfois le parcours est évolutif. On est passé par exemple des classes populaires à la classe moyenne par exemple, ou à la pseudo-classe moyenne, ou à la classe bourgeoise. Bon. Donc il y a des évolutions comme ça. Donc on est, voilà, les conditionnements de classe sont parfois eux-mêmes assez subtils, mais on peut être aussi conditionné par son environnement familial. Ça, je pense qu'on est très conditionné et déterminé par son environnement familial. Hein. Nos parents, nos frères et sœurs s'impriment assez tôt sur nous-mêmes. Mais ça, c'est intéressant pour ceux qui croient que c'est que les musulmans qui sont conditionnés. Tu vois, vraiment, les athées qui n'ont pas du tout été conditionnés. Je suis totalement libre de moi. Mais affectent notre personnalité et la construction de notre personnalité. Après, il faut distinguer culture chrétienne et chrétienté aussi. Non, en mode l'extrême droite, ça s'appuie vraiment sur des dogmes plus culturels que fondamentalement religieux parfois. Oui, mais parfois, comment tu... En fait, c'est ça aussi ce qui est difficile dans la religion et dans l'histoire des religions, et c'est notamment le cas aussi dans l'islam, c'est-à-dire qu'il y a des trucs... Est-ce que c'est vraiment religieux ou c'est plus culturel, traditionnel? Est-ce que c'est plus des apports d'êtres humains plus qu'un truc... Mais tu peux pas déterminer, genre tout simplement les hadiths. Les hadiths, comment tu juges les hadiths? Comment tu jauges les hadiths? Tu sais, c'est très compliqué. Est-ce que c'est quoi? C'est un apport culturel? Eux, ils ont été sélectionnés, pas eux. Et aussi, il y a des choses qui, petit à petit, sont entrées dans la pratique. Et donc, mais tout simplement, le traitement aussi de est-ce que ça, c'est légiféré ou pas? Mais qui décide de si c'est légiféré ou pas? Il y a des débats entre êtres humains pour savoir si il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Est-ce que ça, c'est pas culturel plus que... Ouais, donc, ça se mélange, quoi. Et donc, c'est difficile de dire ce qui est vraiment religieux, genre la parole divine, et ce qui est culturel, plus une création humaine, sachant que si tu as une analyse matérialiste, c'est une création humaine dans son ensemble, tu vois. Donc c'est compliqué, quoi. Et même dans le choix des textes, même dans le même dans le Coran, hein, veut dire les débats qu'il y a eu, est-ce que le Coran est créé ou incréé, les diverses versions du Coran qu'il y a eu, voilà, c'est un débat extrêmement complexe, quoi. On peut être aussi déterminé culturellement, comme on dit. Je pense que c'est un peu différent d'être un type comme moi qui est né en Vendée dans un contexte relativement catholique, pas vraiment dans ma famille, mais le contexte plus général.
La Vendée, c'est pas rien en termes d'imprégnation catholique, et d'être un jeune d'origine tunisienne, quoique né en France et de nationalité française, musulman, pour prendre un peu des archétypes, bah, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler classiquement des conditionnements culturels, mais il y en a plein d'autres. Hein. On peut T'as déjà lu Mohamed Harkoun, Wissam? Non. Non, non, tu recommandes ou pas? être aussi conditionné par tout un tas d'autres choses, par les rencontres qu'on fait, le segment de territoire qu'on habite. Perso, je suis théologien et marxiste, mais je trouve que le raccourci Jésus égale gauche me fatigue un peu parce qu'il gomme la complexité des textes bibliques. C'est parce que les textes de Jésus à caractère social sont plus connus, mais peu lisent les textes de Jésus eschatologiques et apocalyptiques. Je crois qu'il en parle pas comme qui peuvent être convoqués par les réactionnaires très facilement. Ok, t'as écrit des trucs, Kramer, ou pas? Moi, ça m'intéresse de fou. Hein. Je veux dire, si on fait le compte, si on fait un petit peu le théorème de l'ensemble des déterminants qui ont fait qu'on est devenu ce qu'on est, ben on produit des singularités. Donc moi, ce qui fait que je ne vous ressemble pas, et vous ne me ressemblez pas, et qu'on vous distingue quand on vous... Ah ok, ça texte, c'est que les déterminismes, il y a tellement de déterminisme, il y a tellement de facteurs qui nous déterminent que quand bien même il y a un déterminisme de par notre famille, l'école, la culture, on garde quand même une individualité. Pour lui, il y a pas une contradiction entre déterminisme et individualité. Vu qu'on est le facteur de plusieurs déterminismes tellement différents, c'est sûr qu'on est... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. croise dans la rue, ben vous avez tout de suite quelque chose qui vous distingue de tout le monde. Et puis peut-être aussi quand on vous fréquente, vous avez à ce moment-là une personnalité qui n'appartient qu'à vous. Mais c'est pas parce qu'elle appartient qu'à vous. L'ADN détermine aussi, mais le corps détermine. Hein, je veux dire, je pense que c'est un peu mal vu à gauche, mais dire que ton corps. Je pense qu'on sous-estime un peu comment ton corps, la manière dont tu es, ton physique, détermine énormément ta personnalité. Parce que, en fait, les gens vont te juger à partir de ce qu'ils voient, de ton physique, et que donc ça va faire plein de choses, tu vois. Par exemple, le fait que moi, je suis persuadé que plus t'es beau, moins tu vas être timide. Tu vois, enfin, plus tu corresponds aux critères de beauté, moins tu vas être timide. Plus tu vas être petit, plus tu vas être un peu plus timide, pas trop être. Ou peut-être que tu vas essayer d'aller dans d'autres stratégies que si tu étais grand, musclé. C'est vraiment des choses, c'est déterminant de ouf. Hein. Tu es très timide, Wissam? Non, après, j'ai eu d'autres choses pour vaincre cette timidité, mais tendanciellement, je veux dire, c'est fou. Je veux dire. Et moi, c'est d'ailleurs une phrase de. Je crois que c'est des proches qui a dit qu'il n'y a rien de plus inégalitaire que ce rapport à la beauté, mais même au corps et tout. Et c'est vrai que. Je veux dire, toute ta vie peut être déterminée par seulement un critère physique. Hein. Un gros paf. Non, les petits compensent en étant extravertis. Ah. Et sachant que c'est pas, en fait, c'est pas le physique en lui-même. Hein. C'est pas genre t'es petit, donc génétiquement tu vas être plus comme ça. Mais vu que t'es petit, on va te traiter d'une certaine manière dans la société, et donc ça va déterminer énormément ton comportement. Hein. Sarkozy, bah ouais, ouais. Oui, le physique induit une appartenance réelle ou supposée à un groupe social. Bah déjà, enfin, oui, mais je parlais de ça. Moi, je parlais plus des tu sais, les trucs de différence physique, petit, grand, mais oui, juste le truc racial. Juste ta pigmentation va changer totalement ton expérience aux autres, quoi. Totalement ta subjectivité, juste la pigmentation. Mais même d'autres choses, même en étant blanc, il y a certaines particularités physiques qui vont faire que ça va grave jouer sur ta personnalité. Les beaux sont souvent entre eux. Bah oui, bah la Zawa Prod. Petit et gros, c'est soit turbo timide, soit gaulerie. Bah après, les gros qui sont rigolos aussi, bon, bah moi je pense que c'est aussi une stratégie. Tu veux dire, vu que tu te fais. Voilà, moi j'ai parfois des takes comme ça, hein, ça sort de mon cul. Hein. Mais que t'es gros, on n'arrête pas de te foutre de ta gueule. Je veux dire, l'une des stratégies de défense, c'est de savoir répondre au tac au tac et d'être marrant, quoi. Pour mécanisme de défense, oh putain, on n'arrête pas de se foutre de ma gueule, faut que je sache répondre. Si vous vous engagez pour la Palestine, j'ai été ultra fit et bien gros, j'étais clairement pas le même. Bah oui, mais oui, ça change tout, ça change tout. Perso, je trouve que la beauté, elle vient plutôt d'une manière d'être. Alors je suis d'accord. En fait, il n'y a pas seulement ton physique, mais je veux dire, il y a quand même une base déterminante. Tu vois, il y a quand même des critères de beauté qui sont sociaux. Hein. Il n'y a pas un truc génétique et tout. Moi, c'est en grande partie social. Donc il y a quand même une base de beauté qui est sociale, des critères de beauté qui sont fixés. Mais après, je suis d'accord que ton attitude, ton comportement, ta manière d'être peut te rendre beau aux yeux des gens. Oui, le charisme et tout. Mais c'est compliqué. Hein. Et je pense, mais ça, je vous l'ai déjà dit, que c'est beaucoup plus facile pour les mecs. Les mecs moches peuvent beaucoup plus facilement s'en sortir en mode charisme, en mode drôle, pour avoir un charme que les meufs. Et ça, c'est dû aussi au sexisme des mecs, qui sont beaucoup plus attachés au physique de la meuf que les meufs qui sont prêtes à se dire « Ah ouais, non, mais en vrai, il est quand même... il est marrant. Il est marrant. »
Les meufs drôles, c'est fort aussi. Ouais, mais je pense pas que ça la rend. Dire, les mecs drôles moches auront plus de succès qu'une meuf drôle moche. Ça produit de l'intelligence, ça produit de l'intelligence collective, parce que vous allez vous renseigner sur la situation palestinienne, vous allez vous documenter, vous allez rencontrer des intellectuels qui sont très renseignés sur la question, vous allez aller voir des conférences, et puis après vous allez défendre, manifester, et là vous allez vous faire des potes, lesquels potes vous renverront peut-être à d'autres trucs. Là, il y a vraiment une fécondité. Et ça, vraiment, c'est ce qui me met en joie dans la politique. Oui, je suis d'accord avec lui. Ça aussi, là, on en a parlé dans la discussion sur les livres et tout. Et c'est de dire que, mais aussi, c'est cool de militer, en fait. C'est pas qu'un truc triste, chiant et tout. Et qu'on milite pas seulement avec des grandes valeurs et tout. On milite aussi parce que c'est sympa. On rencontre des gens, on s'amuse, on rigole. Et tant mieux, encore heureux. Encore heureux qu'il y ait de la joie dans le militantisme. Parce que sinon, on va déprimer, quoi. Et on va plus rien faire. Encore heureux qu'on trouve de la joie. Tu vois, après une manif, aller boire un verre. Déjà en manif, rigoler, rencontrer des gens et tout. Encore heureux. Et ensuite, hey, venez, on va boire un verre. On va finir. Ouais, c'est ça qu'il faut, en fait. Et tout le contraire, pour moi, c'est les séquences électorales. Où là, vraiment, Meilleur moment, le café après manif, où ça bitch de ouf. Je crois que j'ai jamais entendu autant bitcher qu'après qu'un café après manif. Alors là, le niveau. Ton avis sur son livre Du mépris, j'en ai parlé dans la vidéo sur la librairie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son livre sur le mépris là. Du mépris, il est vraiment, vraiment cool. Hein. Et je pense qu'il y a des textes qui vont faire discuter et tout, qui amènent du débat, mais je suis plutôt d'accord avec lui, quoi. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter bientôt avec Bégodeau. Je trouve que c'est un peu un poseur quand même, mais c'est ça le plaisir, les gens. Arrêtez de faire croire que vous aimez pas les poseurs. C'est le plaisir, les poseurs. C'est marrant à voir. Vous voulez un exemple d'un poseur que vous kiffez? Norman Ajari. Norman, c'est pas le plus gros des poseurs, mais c'est ça qu'on aime. Arrêtez là. Ah, moi, j'adore. Continue. Surtout quand tu es doué dans le domaine. ne devrait pas exister. La seule valeur de la République, c'est la République elle-même, telle que je viens de la définir, comme un espace de délibération possible où tout peut être discuté. Et là, à l'inverse, on édifiait les valeurs de la République, et alors là, pour le coup, étaient indiscutables. C'est-à-dire que c'était soit tu les acceptes, soit tu les acceptes pas. Si tu les acceptes pas, tu es du côté de l'anti-France. Enfin, tu es pratiquement un agent de l'étranger. Et là, on a vu se remettre en place une espèce de religion républicaine, se mettre en place. Je rappelle, hein, moi, ma tech, hein, aujourd'hui, t'es de gauche, t'es anti-France. Voilà. T'es de gauche. Si t'es réellement de gauche, antiraciste, anti-impérialiste, féministe, tout ce que tu veux, bref, de gauche radicale, tu dois être considéré comme anti-France. C'est la médaille, c'est le truc, ça valide que tu es réellement de gauche. Si tu n'es pas considéré comme anti-France, comme un ennemi de l'intérieur aujourd'hui, dans la France de 2026 par tout le bloc républicain, c'est que tu n'es pas de gauche. Et je valide cet texte 150 fois. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es intrinsèquement anti-France, mais je parle bien d'être considéré comme anti-France. Voilà. Si tu n'es pas considéré comme un ennemi de l'intérieur aujourd'hui, tu n'es pas de gauche. C'est tout. Une religion républicaine depuis, moi je dirais depuis les années 80-90, avec une grosse poussée depuis les années 90, les années 2000-2010. Bon, on sait bien d'ailleurs quelle religion en a été la cible privilégiée, on connaît. C'est plus facile quand on est arabe d'être anti... Oui, c'est vrai que nous, on a un avantage. On est considéré intrinsèquement comme ennemi de l'intérieur, comme anti-France. Mais faites un effort aussi. Regardez la France insoumise. De plus en plus, ils sont considérés comme anti-France, hein, comme exclus de l'art républicain. Hein. Regardez Guiraud, regardez Boyard. Faites des efforts, les gars. Bossez, quoi. Bossez. Oui, de toute façon, à partir du moment où dans une société donnée, des choses sont décrétées indiscutables, alors là, on est toujours en voie, on pourrait dire, de fascisation. Oui, je suis d'accord. Mais là, je suis relativement d'accord avec monsieur François Bégodeau, quoi. Dans la catégorie, pour une catégorie cauchemardesque, infréquentable, qui est celle des plus royalistes que le roi. Mais attends, mais de quoi il parle là? On comprend pas là. C'est quoi ce montage? Attendez. Le fameux zèle des néo-convertis. Ok, donc là, si je comprends bien, il parle des néo-convertis à gauche, j'imagine. C'est ça? Ceux qui viennent de se convertir à la gauche et qui les néo-convertis à tout. J'ai des choses à me reprocher à moi-même, alors je vais me faire procureur. Il faut toujours se méfier. Ah oui, non, mais oui, Boumed, oui, là, ceux qui découvrent l'antiracisme l'année dernière et qui sont en mode maintenant, c'est absolument, on ne sait pas pourquoi, mais maintenant la priorité, c'est devenu l'abrogation de la loi de 2004. Voilà. Les nouveaux antiracistes qui ont décrété que là, maintenant, on ne votera pour la France insoumise que s'il y a la loi d'abrogation de 2004. Ils ont oublié ça, ils en ont pas parlé pendant 20 ans et maintenant, tu as RP qui arrive.
Hein, moi, je rappelle RP il y a 10 ans, anti-pire et tout. Et là, ils arrivent et d'un coup, c'est le truc absolument à supprimer. Je sais pas. Non. Mais ils vont trouver le moindre truc pour justifier le fait de ne pas voter RP. Non, mais il n'y a pas seulement RP, il y en a d'autres là. C'est le truc qu'il faut absolument. C'est l'abrogation de la loi de 2004. Non, ah non, les gars, je sais pas. Arrêtez votre forçage. Mais là, c'est même pas du. Boumet, parce que les néo-convertis, au moins, il y a une forme de sincérité. Tu vois? Genre, ils veulent faire à fond, c'est un excès de zèle. Eux, c'est vraiment de la mauvaise foi. Genre, ils cherchent n'importe quelle justification pour dire qu'il ne faut pas voter France Insoumise. Hein. Vraiment, moi, je trouve que c'est encore plus cynique que ça, quoi. Méfiez des procureurs, méfiez-vous des hommes indignés, disait Nietzsche, à peu près. Oh, elle est pas mal, celle-là. Méfiez-vous des hommes indignés. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Faudrait que je lise. Je crois que Nietzsche, j'ai lu que Ainsi parlait Zarathustra, mais je l'ai lu quand j'avais 17-18 ans et j'y connaissais rien en philo, donc je pense que j'avais pas encore les capacités de bien comprendre Nietzsche. Et j'ai lu un autre, faites-moi le Généalogie de la morale, non, peut-être, ça. Et j'étais un peu. T'as lu avant d'en parler, j'espère. Et après, j'ai j'ai lu le livre. Il y a un livre de Lukács, enfin, qui fait partie d'un gros livre, mais il est édité en livre d'un truc de critique de Nietzsche. Lukács qui critique Nietzsche, et je l'ai trouvé très intéressant, la critique. Le Gai Savoir, ouais, je crois que c'est le Gai Savoir que j'ai lu. Mais la critique de Lukács sur Nietzsche, je l'ai trouvé intéressante. Après, peut-être qu'il faudrait que je me penche davantage sur Nietzsche, mais les gens qui kiffent Nietzsche, je ne les supporte pas. Je sais pas, même de gauche, ils sont individualistes de fou. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je trouve que tous les fans de Nietzsche ont le même problème de individualiste de fou. Voilà. Antoine Goya, oui, d'anime, en fait, il y a un truc très centré sur l'individu, sur la personne, sur ses désirs. Ça m'énerve. Ah là 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 là. Bégodeau est Nietzschéen, oui, 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 oui. Mais tous les Nietzschéens ont ce problème-là. Là. Ah, je trouve qu'il y a un côté très, je sais pas, j'ai l'impression que Nietzsche permet à certaines personnes de justifier le fait d'être individualiste. Voilà. Voilà ma take. Voilà ma take. Méfiez-vous des donneurs de leçons. C'est sans doute à eux-mêmes qu'ils sont en train de se donner une leçon via d'autres personnes, en prenant d'autres personnes comme bouc émissaire. Et donc là, quand j'entendais ce monsieur qui me faisait des leçons, Ajoute ça à Camusien. Après, Camus, je connais encore moins, donc je sais pas. Après, moi, j'ai vraiment le. Mais là, je vous parle à partir de mes connaissances à l'instant T. Mais pour moi, Camus, ça a été toute ma vie. Toujours, et j'ai encore cette image-là. Pour moi, Camus, je trouve que c'est très. Et c'est mes a priori. Hein. Mes a priori. Camus, je trouve que c'est très philosophe de lycée. Voilà. J'ai toujours l'impression que les grands philosophes, Camus, c'est très gentil, quoi. Mais c'est philosophie de lycée. Mais encore, les gens, faut que je lise davantage. Mais c'est mon a priori sur Camus. Voilà. Mais après, moi, il n'y a aucun problème à ce qu'on apprécie Camus, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je connais plus son histoire de colon et tout. C'était plus sur l'angle antiraciste des coloniales que j'ai découvert Camus et pas en bien. Mais bon, voilà. C'est un choc au lycée, clairement. Ouais, ça m'étonne pas. Hein, mais en plus, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais voilà, quoi. C'est pas quelque chose que. C'est-à-dire que si je veux lire de la philo, j'aurais l'impression de perdre mon temps à lire Camus et qu'il y aura peut-être des choses plus intéressantes que Camus à lire. Mais peut-être que je me trompe. Hein. J'ai lu L'Homme révolté, j'ai eu envie de le cramer, Camus. Ok, c'est le Metallica de la philo. D'ailleurs, Wissam, peut-être que tu as déjà répondu. Mais tu en penses quoi du débat Twitter de savoir si l'islam radical est une idéologie d'extrême droite ou non? En tant qu'athée, je suis perdu sur cette question. L'idéologie radicale, attends, l'islam radical, ils veulent dire quoi? Par Daesh, c'est ça? Est-ce que Daesh est d'extrême droite, c'est ça? C'est ça le débat? Attends, il y a un débat pour savoir si Daesh est d'extrême droite? C'est quoi ce débat de con? Ben quoi, alors c'est quoi l'islam radical alors? C'est quoi Déjà, il faut me définir ce que. Tu vois, le problème, c'est que faut me définir ce que c'est l'islam radical. L'islam rigoriste. Okay, il entend quoi par islam rigoriste? Oui, mais même islamiste. Je veux dire, les gens, moi, dans ces débats-là, c'est que islamisme. Oui, mais il entend quoi par islamisme, lui? C'est quoi pour ce gars l'islamisme? C'est quoi sa définition de islamiste? C'est ça, je veux dire, le terme est un signifiant vide. Tous les gens ont l'impression que c'est l'extrême droite, l'islamisme. Mais c'est quoi concrètement? À partir de quoi? C'est quoi tes critères que tu considères qu'un individu est islamiste ou pas?
Ouais, c'est un peu, c'est pour ça que ces débats, je trouve qu'ils sont déjà mal, ils partent déjà mal, quoi. Moi, par exemple, je pense que mes combats sont aussi liés à ma lecture de l'islam. Et je pense que mon islam, mon islamité a un lien avec mon engagement politique. Est-ce que je suis un islamiste? Parce que je revendique aussi l'islamité dans mon combat. Pourtant, je suis dans la gauche radicale, progressiste, tu vois. Donc, c'est quoi le critère de islamiste? Islamiste, pour eux, ça veut dire terreau, bien souvent, au milieu de rigoristes. Oui, mais le problème, c'est que oui, pour eux, islamiste, l'exemple de ça, c'est terroriste. Sauf qu'ils mettent tellement de gens dans islamiste. Tu vois, par exemple, moi, j'aimerais lui dire, est-ce que pour lui, Iqiyoussen est un islamiste? Voilà. Est-ce que Iqiyoussen est islamiste pour lui? Voilà, donc moi, ce débat, j'ai en plus, ce débat de l'islamisme est-il d'extrême droite sur Twitter, débat de con. Débat de con. À propos de pas Et même terroriste, je suis d'accord que terroriste, ça veut rien dire aussi. Moi, la question que je voudrais poser à ceux... Moi, c'est la question que je pose. Moi, si j'ai un débat avec quelqu'un sur Israël, la Palestine, le Hamas, je suis en mode, et qui me dit, est-ce que le Hamas est terroriste? La première question que je voudrais lui poser, c'est, avant que je réponde à ça, mettons-nous d'accord sur les termes. Qu'est-ce que ça veut dire terroriste? Qu'est-ce que c'est le terrorisme? Et qu'est-ce qui empêche, si on considère que le Hamas est terroriste, il n'y a pas de souci, mais pourquoi, si on part du principe... partons du principe que le Hamas est terroriste, il n'y a pas de souci. Je peux l'accepter, il n'y a pas de souci. Mais alors, qu'est-ce qui m'empêche aussi de penser que Israël n'est pas terroriste? Pourquoi on peut accoler le terme terroriste au Hamas, mais pas Israël? Il va me dire, ah, mais c'est parce que c'est pas un État. Mais c'est quoi la règle qui stipule que les États ne peuvent pas être terroristes? Et donc, quelle est la définition de terroriste? Si tu veux vraiment avoir un débat sur le terrorisme et tout, la terreur, répandre la terreur, pourquoi on ne pourrait pas accoler ça à Israël, tu vois? Mon cousin sioniste dit que c'est le Hamas qui tue des civils. Oui, bon, Israël aussi. Oui, et même la définition de résistant. Donc c'est vraiment des débats de cons si tu définis pas les termes. plus intransigeants que l'intransigeance, beaucoup plus féministes que ce qu'on leur demande d'être. Oui, bon, ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord que tu as des trucs un peu soupçonneux, quoi. Beaucoup plus antiracistes d'ailleurs que ce qu'on leur demande d'être, hein, parce que tous ces paradigmes connaissent à peu près les mêmes écueils. En fait, Il parle d'un féminisme. Oui, là, je viens de comprendre, Cocolas. Il parle d'un gars qui est pro-femme de ouf, où t'es en mode, bon, t'as peut-être des choses à te rattraper, quoi. finalement, c'est un invariant. Le néo-converti, c'est... Parce que même moi, même en termes de néo-convertis, c'est pas que sur le féminisme. Hein. Moi, mais pas seulement les blancs, mais les néo-convertis à l'antiracisme qui en font des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je suis en mode, et même les wild guilt et tout, je suis, arrête. Surtout quand parfois, ça peut leur permettre de justifier d'avoir des positions problématiques sur d'autres sujets, tu vois. Tu vois, t'as des néo-convertis antiracistes qui se permettent des choses sur les questions féministes et tout. Je suis un peu en mode, frérot, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? On t'en demande pas tant, hein. Calme-toi. Grave, j'en peux plus, bah oui. Ça fait longtemps que ça dure, quoi. On sait que c'est toujours les plus zélés, les plus fanatiques, appelé un puritanisme de gauche, ce qu'on pourrait appeler tout simplement un fanatisme moral. Mais surtout, ces gens-là ne pensent que moralement. C'est-à-dire que Mais moi, j'étais pareil. Hein. Je pense que quand j'ai eu vraiment un tournant réellement antiraciste, hein, vraiment quand j'ai découvert l'antiracisme et tout, je pense que j'étais aussi un peu sectaire et que. Mais je parlais en termes de moi, 2014 et tout, c'était en mode premier concerné, tu vois. Peu importe ce que dit le premier concerné avait raison, tu vois. S'il dit que ça c'est raciste, c'est que c'est raciste et que l'autre il a pas. Tu vois, c'est le processus, c'est que ouais, tu découvres ça, tu adhères à ça, t'es pas là, t'es pas prêt encore à questionner les choses sur lesquelles tu as adhéré. Et voilà, ça fait partie du processus, tu relativises, tu dis peut-être qu'il faut que je tempère ça, ça c'est pas forcément vrai. Voilà, c'est normal, calmez-vous. simplement une instance morale par rapport à laquelle ils ont fauté pendant un temps et par rapport à laquelle désormais ils ont décidé d'être vertueux. Bon, quand on problématise la chose politique en termes strictement moraux, en fait, moi aussi, ce qui m'énerve parfois, c'est que tu découvres une lutte ou tu découvres des écrits sur une lutte. Wellgit, c'est un blanc qui se sent tellement coupable qu'il a la culpabilité de la blanchité qu'il en fait trop, le paysan de Twitch. Voilà. Il a la culpabilité, je suis blanc, le racisme, tout ça. Et donc, il en fait trop par rapport à ça. Mais je pense aussi que, en fait, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est ceux qui découvrent une lutte ou qui creusent une lutte et tout et qui considèrent. Tu sais, moi, je suis d'accord que tu ne peux pas être sur toutes les luttes, tu vois. Il n'y a pas de souci. Tu peux pas être sur toutes les luttes. Tu es obligé de, quand bien même tu t'intéresses, tu es intersectionnel et tout, tu es obligé de te focaliser parfois sur une lutte pour être le plus productif, tu vois. C'est la lutte par laquelle tu vas vraiment t'investir. C'est elle. Celle que tu vas le plus lire et tout. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui s'investissent dans une lutte et qui
veulent à tout prix prouver que c'est la seule lutte qui vaille, la seule bonne, et qui donc sont obligés de discréditer les autres champs de lutte alors que ça marche pas comme ça. Il y a des critiques à faire, il y a des échanges à faire, ensemble, séparément et contre, mais vouloir à tout prix dire que ton seul, comment dire, le seul angle de lecture, la seule analyse possible et vraiment importante, c'est la tienne. Ouais, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Bah, ça donne forcément une sorte de vacuité, de bêtises aussi, de crétinerie. Et puis, bah, ça donne des gens qui, du coup, deviennent des professionnels du sermon, hein. Ils vous font des sermons à propos de tout. Mais ça, c'est très Instagram et TikTok, hein. Oh là là, je suis encore retombé sur des trucs TikTok de gauche. Oh là là, mais les leçons de morale, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mais j'ai peur d'être comme ça, moi, ça me fait flipper. Mais c'est vrai que tu as vraiment des gens qui viennent là, face cam, et t'apprendre la vie en... Bon, bah peut-être que je suis là-dedans et ça me déprime. Ça me déprime. Il y a vraiment des leçons, mais... Ah, on te le dira, t'inquiète, j'espère, hein, j'espère, mais... Je vous jure, ça me rend fou. Ça, c'est pas acceptable, en fait. En espérant que les 150 sermons qu'ils délivreront jusqu'à la fin de leur jour rachèteront les 150 fautes qu'ils ont faites pendant la première partie de leur vie. Bon, tout ça, c'est des... Elle est pas mal, ça, elle est pas mal. C'est pas ok de se moquer des physiques des femmes de droite. Ouais, non, mais voilà. Non, mais en plus, je veux dire, en fait, il y a une manière de faire. C'est-à-dire que je trouve sur Instagram et TikTok, c'est très donneur de leçons en mode moi, je suis une personne réellement déconstruite, en fait. Et je vous expliquais pourquoi vous pensez trop mal, bande de racistes. Tu sais, il y a un truc très perd la morale. Voilà, il y a un ton très perd la morale en mode moi, je suis lavé de tout ça et je vous expliquais pourquoi vous êtes des grosses merdes. Alors que, en plus, je trouve qu'il y avait un vrai débat, une vraie réflexion. Tu te considères déconstruit? Non, non, bah non, moi, je ne me considère pas déconstruit. Enfin, je suis plus politisé, il y a des choses auxquelles je fais attention, mais je pense que je suis toujours habité par des idées mauvaises, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais prenons le truc de Némésis, je pense qu'il y avait une vraie réflexion. Ça aurait pu être un vrai débat intéressant de se demander, est-ce qu'en tant que féministe, ou est-ce que en ayant des considérations féministes, c'est OK de se moquer du physique d'une femme de droite ou d'extrême droite? C'était un super débat. Vraiment une vraie question. Sauf que c'est parti en mode c'est pas OK en fait. Là, vous êtes grave complet. Il y a le ton en fait. Il y a le ton qui change tout. Après, moi, je pense que c'est pas un problème de se moquer d'une front d'une néo-nazie, hein, par contre. Hein. Voilà. Ma take à moi. Hein. Il y a quand même plus grave. Effectivement, c'est pas très sain. C'est pas le plus féministe qui soit de se moquer du front d'une femme, mais on parle pas seulement d'une femme. Là, on parle d'une néo-nazie, quoi. Voilà, quoi. Des comptes moraux qui règlent avec le même et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence politique et qui n'ont surtout pas grand-chose à voir avec l'efficacité politique. Donc oui, c'est... Je suis tombé sur ton live pour montrer à ma mère puritaine, t'as 2 fils de pute, ça lui a pas plu. Ah merde. Elle est là, elle m'écoute. Je voudrais... c'est quoi, c'est une vidéo YouTube? Il faudrait que je mette un petit truc en mode, là, vous pouvez montrer à vos parents. Et là, vous pouvez pas montrer à vos parents. Parce que oui, parfois je dis trop d'insultes, mais la première à m'engueuler, c'était ma maman. Hein. Et vu que maintenant elle est morte, bon, bah, je suis libre de pouvoir dire toutes les insultes que je voulais. Hein. Mais bon, désolé, putain de merde. Ah, ça fait chier. Ah, la merde, la pute. Je présente toutes mes excuses. Je vais essayer. Gabas, c'était en live. Oh, putain. Désolé, madame. Désolé, je vais essayer de faire attention à mes termes. Mais on est jeunes, on est comme ça, quoi. C'est vrai qu'en ce moment à gauche, mais j'y ai surtout consacré un livre antérieur qui s'appelait Comme une mule, qui était assez dense et qui traitait ces sujets-là. Moi, j'ai pas aimé Comme une mule, voilà, je le redis, je n'ai pas aimé ce livre. Entre autres choses. Donc j'y renvoie s'il y a des gens qui s'intéressent. Oui, c'est vrai que on a vu débarquer à gauche depuis une dizaine d'années. Bon, ça fait longtemps que ça dure, mais peut-être avec une certaine intensité depuis 10 ans. Bon, des grands donneurs de leçons qui sont quand même en train de bousiller de l'intérieur la gauche par ailleurs, qui s'en rendent pas compte probablement, à moins que ce soit leur ambition inconsciente. Peut-être qu'en fait, une espèce de sabotage auquel ils participent. En tout cas, il faut qu'ils se rendent compte assez vite. On est quand même de plus en plus nombreux à leur dire qu'ils sont en train de tout bousiller. J'ai surtout l'impression qu'ils sont de plus en plus minoritaires. J'ai l'impression qu'il y a eu un retour critique à gauche sur ça et que ça existe toujours, hein, mais que bon, ça a perdu en force de frappe. Regardez les gens, pour ceux qui militaient en 2016, vous ne vous rendez pas compte. Hein, vous vous rendez pas compte comment c'était horrible. Ah, c'était horrible 2016. Ah, les années. Ah, putain, je n'en pouvais plus. Pour l'instant, je pense qu'ils s'en rendent pas encore assez compte. Mais il y a un moment, peut-être que quand vraiment tout sera dévasté à gauche, peut-être qu'ils commenceront à se rendre compte que non, mais ouais, c'est vrai. En même temps, moi, j'ai exclu 4 personnes d'un collectif où on était 9.
Donc du coup, on s'est retrouvé 5. Bah, juste le fait, oui, on est d'accord, mais juste le fait que là, toutes les réflexions qu'il y a autour de la justice punitive et de la justice réhabilitatrice, des questions de comment gérer les VSS, la question de la prison, la question de la punition dans les milieux militants, la question de racheter ses fautes et tout, ça, c'est des débats que tu pouvais pas avoir il y a 10 ans, hein, ça n'existait pas. Donc, il y a quand même des évolutions. Bref, bah, je suis assez déçu de l'extrait, c'est pas tant que je suis déçu de Bégodeau, c'est que bon, je m'attendais pas à ce que ce soit une rediffusion, une sorte de best-of, un peu bâtard, je sais pas, un peu bizarre, de l'interview de Bégodeau, on comprend pas trop, mais bon, ça nous a permis d'avoir quelques réflexions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'insulter Bégodeau, parce que je sais que ça aide à l'algorithme, hein, donc n'hésitez pas à insulter Bégodeau. Dites-moi si vous trouvez Bégodeau plus raciste que sexiste. C'est un vrai débat, je ne sais pas. C'est à trancher, c'est vous qui allez trancher, cher public. Et n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de soutenir financièrement si tu le peux.